Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce Sens Public 90 minutes pour donner du sens à l'actualité et aux crises que nous traversons. Et voici le sommaire de ce 4 juillet. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui près de 250 maires de communes frappées par les violences urbaines. Le président de la République pense que le pic des émeutes est derrière nous, même s'il se dit très prudent. L'heure est au bilan, 1 milliard d'euros de dégâts pour les entreprises, des centaines de bâtiments publics saccagés. Et déjà, cette question, que faire de plus pour les quartiers défavorisés après 40 ans de politique de la ville? On en débat dans une minute. Et puis pour notre second thème volontairement décalé de l'actualité du jour, on part vers le Brésil pour voir si les espoirs nés du retour de Lula au pouvoir ont été déçus. Sur la guerre en Ukraine, par exemple, il ne s'aligne pas sur la condamnation occidentale de la Russie. Les États-Unis doivent cesser d'encourager la guerre et commencer à parler de paix. L'Union européenne doit commencer à parler de paix afin de convaincre Poutine et Zelensky que la paix est dans l'intérêt du monde entier. Politique étrangère, traité de libre-échange avec l'Europe, déforestation de l'Amazonie, recul de la pauvreté. Lula était très attendu. Après 4 ans de Bolsonaro, a-t-il tenu ses promesses? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, le soutien de l'État aux villes attaquées par les émeutiers. Emmanuel Macron a annoncé une loi d'urgence pour accélérer les reconstructions. Cécile Sixou. Ils immortalisent le moment. Ils étaient près de 250, des maires venus de toute la France. Tous ont vécu des violences et des dégradations dans leur commune et attendent des réponses de l'État, mais aussi une reconnaissance de leur rôle par le président. Qu'ils reconnaissent l'importance qu'ont les maires comme piliers de la République. Quand on touche aux maires, on touche au fondement même de la République. À huis clos pendant près de 3 heures, les édiles ont eu l'oreille d'Emmanuel Macron. À la sortie, certains ont le sentiment d'avoir été entendus. Je trouve que le président de la République a été à l'écoute, a été sincère. Il ne vous a pas échappé que ça a été une méthode du président jusque-là, d'organiser des débats, etc. Bon, moi, c'est la démarche d'écoute. D'autres sont plus sceptiques et dénoncent une réunion pour rien. Moi, j'attendais quand même du président de la République de donner une vision, un cap, nous dire comment est-ce qu'on allait s'en sortir et avancer. Là, aujourd'hui, on n'a strictement rien eu, donc je suis extrêmement déçu. Quand on fait ce genre de réunion, encore une fois, de psychothérapie, en urgence pour communiquer avant tout, évidemment, une fois que le feu a pris, on donne le sentiment aux émeutiers que c'est uniquement en brûlant qu'on attire l'attention sur les quartiers populaires. Et c'est un vrai danger. Il faut être capable de parler politique de la ville et banlieue toute l'année, tout le temps, et d'agir efficacement. Beaucoup de maires ont déploré l'abandon du plan Borloo en 2018. Il devait faire revenir la République dans les quartiers. Et plusieurs maires et plusieurs de mes collègues ont parlé du rapport Borloo, même si je pense qu'il est assez ancien. Et c'est vrai que depuis, il n'y a pas eu le même type d'exercice, de propositions venant du terrain. Je pense qu'il faut s'inspirer de ce type de méthode. Les solutions ne viendront pas d'en haut, plus exactement d'ici, elles viendront du terrain. Sans faire d'annonce concrète, le président a tout de même évoqué des pistes de travail, notamment une loi d'urgence pour reconstruire les dégradations dans les communes touchées, ou encore une nouvelle étape de décentralisation. Il a donné rendez-vous aux maires pour un point d'étape à la fin de l'été. Alors on peut considérer que cette loi d'urgence pour accélérer la reconstruction est une annonce concrète. On y reviendra évidemment dans ce débat. C'est l'une des informations importantes de cette journée. Je vous présente mes invités. Martial Foucault, bonsoir, bienvenue. Vous êtes directeur du CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po. Gaël Slimane, président cofondateur de Doxa, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, j'accueille Richard Verly, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, correspondant France-Europe pour le média suisse Blick. Émilie Zapalski, bonsoir Émilie, spécialiste en communication politique et éditorialiste pour Sens Public. Martial Foucault, on espère, c'est ce que disait le président de la République, avoir passé le pic des émeutes. C'est peut-être un peu tôt pour faire le bilan, mais quelles leçons vous tirez, vous? Quelle leçon principale, s'il y en avait une seule, quelle leçon vous tirez de cette semaine de violences urbaines? C'est difficile d'en tirer qu'une leçon parce qu'on voit bien que plusieurs sujets se recoupent. Il y a un sujet qui est celui des maires qui ont été en première ligne durant ces 6 jours et probablement que
ce sujet n'est pas nouveau. On avait eu des signaux depuis un certain nombre de mois déjà de maires qui, non pas dans l'agression physique, mais dans une montée des incivilités, des violences symboliques qu'ils recevaient. Il y a le sujet des maires, il y a le sujet de la politique des quartiers, et vous l'avez évoqué, 40 ans, politique de la ville qui n'a pas donné, au regard de l'investissement financier considérable, les résultats escomptés, ce qui veut dire par là que c'est peut-être pas une mauvaise politique de la ville qui a été menée jusqu'alors, c'est tout simplement le suivi de cette politique de la ville, parce qu'on a le sentiment quand même depuis 40 ans, quand on regarde l'ensemble des programmes qui ont été déployés, il y a des réussites. Mais finalement, ce sont des réussites qui ont été construites sur un mauvais diagnostic de ce qu'est la politique de la ville. Puis un troisième sujet, je crois, qui est important, et le fait que le président de la République reçoive aujourd'hui les maires, c'est au fond peut-être essayer de corriger une erreur qui, depuis 2017, a conduit Emmanuel Macron à ne pas véritablement s'appuyer sur le rôle des maires dans la vie, pas simplement démocratique, mais dans la vie de ce qui fait société au plan local. Et on voit bien... C'est presque l'erreur originelle, parce qu'ensuite il y a eu les gilets jaunes, il y a eu, il s'est retourné vers les élus locaux. Mais vous dites que cette erreur originelle, elle lui colle toujours aux bases. Vous avez raison, il n'a pas totalement éconduit les maires, mais ils sont simplement rassemblés, ils sont simplement écoutés lorsqu'une crise surgit. Et il n'y a pas d'anticipation avec les maires. Je ne dis pas que les maires ont les réponses à tous les problèmes, parce que ce que l'on voit depuis plusieurs jours, ce sont des sujets qui dépassent largement le champ de compétences des maires. Et d'ailleurs, moi je ferai une distinction quand même entre les violences, les dégradations dans des petites communes, c'est-à-dire des communes de moins de 10 000 habitants, et dans des agglomérations ou des métropoles. On voit bien que dans les agglomérations et les métropoles, c'est un sujet de politique de la ville. Dans les plus petites communes, c'est un autre sujet, et que Emmanuel Macron jusqu'à présent avait écarté. Gaël Simon, c'est évidemment compliqué d'évaluer à chaud les conséquences de ces images d'ultraviolence dans l'opinion. Mais si on remonte en 2005, ça avait été 3 semaines d'émeutes, et là, on a évidemment tout le recul nécessaire pour l'analyser. Comment les Français avaient réagi? Par une demande d'ordre, de sécurité, plus de police? Qu'est-ce qui en était ressorti? Ils avaient réagi un petit peu comme on le voit aujourd'hui, malheureusement. On a l'impression que c'est une ritournelle, que ça revient constamment. Ils avaient réagi d'une première manière, parce que vous vous souvenez qu'en 2005, il y avait eu les propos de Nicolas Sarkozy disant « Est-ce que vous voulez que je vous débarrasse de cette bande de racailles ?» Et ça avait mis le feu aux poudres. Et dans les sondages de l'époque, quand on interrogeait les Français sur la posture de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur à ce moment-là, ils étaient majoritairement hostiles à ce qu'il avait dit, à ce qu'il avait fait, et ça lui avait coûté des points à court terme. Et le paradoxe qui fonctionne, j'ai regardé pour un livre que j'ai écrit il y a quelques années dans plusieurs autres pays, en Russie au début de Poutine, aux États-Unis au moment des attentats du 11 septembre pour George W. Bush, en Israël au moment d'Ariel Sharon. À chaque fois que vous incarnez une posture d'autorité, même quand les résultats viennent démentir votre posture d'autorité et que les gens dans un premier temps se disent ça n'a pas marché, le simple fait d'avoir la posture d'autorité, même en ayant de mauvais résultats, vous bénéficie structurellement. Et donc, pour répondre à votre question, Nicolas Sarkozy, dans un premier temps ministre de l'Intérieur, avait perdu des points. Il avait même été obligé, vous vous en souvenez, de laisser prendre le relais, si j'ose dire, au Premier ministre, à Dominique de Villepin et à Jacques Chirac, qui à un moment lui avait dit faut arrêter les conneries, si j'ose dire. Maintenant, on va gérer parce que c'est plus possible. Résultat, plus 17 points en l'espace de 2 ou 3 mois pour Nicolas Sarkozy, parce que progressivement, les gens avaient gardé en tête cette posture d'autorité. Ce n'est pas le seul. À l'époque, c'était la droite qui était au pouvoir. Et de ce point de vue-là, elle avait bénéficié. À la fois Jacques Chirac et Dominique de Villepin avaient gagné quelques points dans les sondages. Et cette fois-ci, le Figaro vient de publier coup sur coup 2 sondages. Un sondage que nous avons publié ce matin donc avec eux et avec Fiducial. Dont on reparlera peut-être sur le rapport des élus et de la violence. Oui, on le détaillera. Et donc qui montre justement que les Français ont cette posture d'hostilité à cette extrême violence. Et un sondage fait par nos confrères de l'IFOP ce week-end qui montre cette dualité. C'est-à-dire à la fois de la colère, de la tristesse par rapport à l'incident, à l'accident originel, c'est-à-dire la mort de Naël, la mort de Naël et des gens qui ont été choqués, etc.
et dans un second temps tout aussi fort, une posture d'incompréhension et de colère par rapport à une violence que les juifs français jugent inacceptable et dont ils ne comprennent pas qu'on ne parvienne pas à se défaire. Ouais. Et cette situation, juste dans le sondage de nos confrères de l'IFOP, on voit qu'ils testent différentes personnalités politiques et celle qui bénéficie le plus, c'est-à-dire qui est jugée la plus positivement quant à sa posture par rapport aux événements, c'est Marine Le Pen. On y reviendra évidemment sur l'effet politique à moyen et long terme. Richard Verly, à plus court terme, comment vous analysez-vous je vous demandais un focus sur l'action du gouvernement et peut-être la réponse d'un duo qu'on a beaucoup entendu, le duo Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti. Écoutez, si je regarde Emmanuel Macron, ce qu'il a annoncé, la manière dont il s'est comporté, il était, je crois, hier soir ou avant-hier soir dans un commissariat à Paris, un commissariat de la BAC, si je ne me trompe pas. Je dirais que Emmanuel Macron s'est quand même darmanisé. Il est dans la posture avant tout du défenseur de l'ordre public. Et toutes les paroles d'Emmanuel Macron sont allées dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens de la sécurité, ramener d'abord la sécurité, en gros, et on discutera après. Et justement, le temps de la discussion s'est ouvert avec les maires. Donc je crois qu'il y a clairement, peut-être que la posture dont vous parliez va profiter d'ailleurs à Gérald Darmanin, qui incarne cet aspect sécuritaire au sein du gouvernement. Éric Dupond-Moretti, c'est plus compliqué, parce que Éric Dupond-Moretti, on sent qu'il a une injonction sécuritaire qui pèse sur lui, et d'ailleurs il l'a transmis aux magistrats en disant d'être sévère, notamment pour les comparutions immédiates. Mais je peux vous dire, pour être allé dimanche toute l'après-midi au palais de justice de Nanterre, que c'est pas si simple à mettre en œuvre. D'abord, c'est pas si simple sur le terrain, parce que dès lors que vous judiciarisez, les choses deviennent plus complexes, et il suffit pas de dire il faut faire, il y a des nécessités juridiques à respecter, et d'autre part, tant du côté des avocats, c'est les anciens collègues d'Éric Dupond-Moretti, que du côté des juges, le fait de voir Dupond-Moretti, qui a été longtemps l'avocat qui a plaidé au fond pour le doute, pour donner aux accusés le bénéfice du doute, c'était ça son commerce, et il l'a fait avec beaucoup de talent. Aujourd'hui, il dit le contraire. Et là, il a un problème de casting, Éric Dupond-Moretti. Se réinventer en grand, je dirais, tenant de la répression, c'est quelque chose qui, à mon sens, en tout cas dans la corporation judiciaire, ne passe pas. Ouais. L'information principale de ce 4 juillet, on l'a dit en titre, c'est donc cette loi d'urgence annoncée par Emmanuel Macron pour accélérer la reconstruction dans les villes saccagées, ou dont certains bâtiments ont été saccagés. On écoute Yann Gallu, maire d'Hiver Gauche de Bourges, détailler les annonces du chef de l'État. Il a fait des annonces sur une loi d'urgence pour reconstruire, donc ça c'est intéressant, notamment nos bâtiments communaux qui ont été extrêmement touchés. Il a annoncé aussi des crédits spécifiques par rapport aux dégâts que nous avions eus. Il a annoncé un travail avec les assurances, donc on va voir dans les jours qui viennent comment ça se traduit. Puis il a annoncé des grands chantiers, et on a senti qu'il voulait aller très vite, puisqu'il nous a d'ores et déjà donné rendez-vous pour la fin de l'été. On l'a entendu dans le sujet de l'ouverture, Martial Foucault, dans cette réunion, il y a beaucoup d'élus qui ont pris à partie, en tout cas rappelé à Emmanuel Macron qu'il avait enterré le plan Borloo, qui était un plan ambitieux de politique de la ville. Ce fait particulier, ce rappel à lui aujourd'hui, c'est l'une des promesses non tenues du candidat Macron 2017. Oui, non, c'est vrai que les propositions de Jean-Louis Borloo, qui a été ministre de la Ville et qui avait fait un travail important, pas simplement dans le contenu des propositions, mais la méthode. Notamment avec les élus, on y revient, notamment en dialoguant beaucoup avec les élus. Notamment avec les élus, mais aussi, je dirais plus largement, l'ensemble des corps intermédiaires, y compris les organisations syndicales, parce que sur la question de la politique de la ville, il y a aussi un sujet de maillage du territoire et de l'attractivité économique de ces territoires. Moi, je dirais que le plan Borloo de 2018 n'est peut-être pas totalement enterré au regard de ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que ça ne pourra plus être le plan Borloo, mais il va falloir rapidement s'en inspirer. Il y a un deuxième élément. Oui, mais alors ça pose une vraie question, pardon de t'interrompre, c'est qu'on est dans une réaction à chaud, alors que le plan Borloo avait justement été, pour une fois, avait été fait dans une période plutôt calme et avec cette volonté de dialoguer, de prendre son temps. Oui, alors il y a quand même eu des évolutions dans la politique de la ville depuis la création de cette, pardonnez-moi pour l'acronyme, mais l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui a été fortement mobilisée pour gérer l'après grand débat national, le mouvement Gilets jaunes, qui a commencé à produire des effets, notamment sur, je dirais, la réallocation des services publics. Qui souffrait sur un certain nombre de territoires d'une profonde disparition, voire déshérence. Donc il y a eu des évolutions. Mais quand on parle de politique de la ville, c'est avant tout
pour les agglomérations et les métropoles, parce que ça ne concerne pas les petites communes de moins de 10 000 habitants. Et en entendant notamment le maire de Bourges, je crois qu'il y a deux sujets. Une loi d'urgence sur du réparatif, au fond, l'État sait faire, c'est-à-dire il sait dépenser en urgence. Je pense que les maires vont quand même être très prudents, parce que depuis 2017, l'accueil qui est réservé lorsqu'il s'y présente, Emmanuel Macron, au Congrès des maires, l'accueil n'est pas très chaleureux. Et notamment sur la question des crédits, estimant que Emmanuel Macron a décidé de resserrer la vis en termes de transfert vers les collectivités. Mais ce qui me semble important, et je ne sais pas si Emmanuel Macron va aller dans ce sens, quand on dit il y aura un mouvement de décentralisation, c'est la demande depuis des années et des années des maires, et notamment de l'association qu'il représente, l'Association des maires de France. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron dit au fond quelque chose de très contradictoire. Oui pour la décentralisation, on va vous donner des compétences nouvelles, mais non pour les transferts financiers, ou autrement dit, une liberté, une autonomie financière, cette capacité à lever l'impôt. Et moi, je rappelle qu'à partir dans des territoires et dans des juridictions, quand on laisse des autorités locales lever l'impôt, on construit la citoyenneté. Parce que la question de l'impôt avec le service public, ça fait société. Or là, il me semble qu'Emmanuel Macron n'a pas laissé, peut-être qu'il est trop tôt, entendre qu'il allait donner beaucoup d'autonomie financière aux élus. J'étais en train d'essayer, pour tout dire, de joindre la régie, mais ça ne marche pas. Donc c'est pas très grave. Tout le monde me regarde comme... Mais qu'est-ce qu'il fait le présentateur? Pourquoi il s'énerve? Je voudrais qu'on écoute le son, parce que c'est exactement ce dont vous nous parlez. On avait prévu d'entendre une réaction de Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, qui était ce matin l'invité des 4 vérités sur France 2. Et justement, il parle exactement de ça, de ce décalage entre ce qu'on va promettre aux maires là aujourd'hui, mais ce qu'on leur a aussi retiré depuis quelques années. Écoutons-le. Il faut écouter les maires, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui habitent dans ces grandes villes. Ce qu'ils ont eu au titre de la politique de la ville, etc., ça compense à peine ce qu'ils ont perdu ces dernières années en dotation. Ça ne répond pas aux besoins qu'ils ont en matière d'école, d'équipements sportifs, culturels. Donc vous dites là, il faut des moyens, il faut plus de moyens, il faut de l'argent. Mais je suis alerté par des maires, y compris des maires de communes de petite taille, en Bretagne, dans le sud, puisque je les ai eu au téléphone, qui me disent que parce qu'ils vont perdre 50 habitants sur un quartier, ils ne vont plus bénéficier des politiques de la ville. Ils ne vont plus être QPV, quartier politique de la ville. Ils vont sortir de ces dispositifs. C'est pas normal. Ouais. Gaël Slimane, la difficulté, et d'ailleurs Martial Foucault nous le disait, c'est que ça fait quand même des années, des décennies, que des milliards d'euros sont arrivés dans des cités défavorisées, avec une question. Alors vous disiez peut-être que ça a été trop saupoudré ou trop épisodique, qu'il n'y a pas eu une vision de long terme et un suivi suffisant. Mais aujourd'hui, dans l'opinion, ça m'intéresse de savoir comment ces milliards sont perçus. Est-ce qu'ils ont été perdus, oubliés, détournés, voilà. Comment on peut en être là aujourd'hui alors que des dizaines de milliards d'euros ont été dépensés depuis 40 ans? Un pognon de dingue, dirait quelqu'un que l'on connaît. Dirait quelqu'un qu'on connaît. L'opinion ne le comprend pas. Il y a une fracture dans l'opinion, dans la société, entre les gens qui habitent dans des zones périurbaines calmes, dans des villes calmes, et les gens qui habitent soit dans des quartiers avec des cités, soit à proximité de celles-ci, avec le sentiment, vous avez vu fleurir sur les réseaux sociaux tout un tas de messages parfois assez désagréables, nauséabonds, suggérant que les casseurs étaient toujours les mêmes et qu'en gros on payait les allocations des gens qui venaient briser les objets publics. Donc l'opinion publique, elle le perçoit très mal, elle se durcit sur ces sujets. On a un clivage dans la société qui se renforce, une fracture. Jacques Chirac parlait en 95, ça nous rajeunit pas, il y a presque 30 ans d'une fracture sociale. Elle n'a fait que se renforcer et la société se cliver davantage avec une montée, mais on n'est pas le seul pays pour le coup. Martial Foucault doit le mesurer mieux que moi, mais on mesure dans de plus en plus de pays maintenant cette fracturation des sociétés avec ce sentiment qu'on a deux pays qui ne se comprennent plus. Et puis Richard Verly, il y a l'un des maires qui était reçu à l'Élysée aujourd'hui qui le disait dans notre sujet d'ouverture, ce sentiment d'une prime aux casseurs. Enfin voilà, c'est
Vous avez remarqué c'est peut-être une réalité des prochaines semaines et un thème dont on va beaucoup entendre parler. Vous avez remarqué que c'était le maire de Trappes. On a beaucoup parlé de Trappes à une époque. Moi, je crois que c'est une réelle difficulté. Parce que si cette situation devait accoucher d'une loi d'urgence, peut-être bienvenue par rapport aux nécessités, mais si à cette occasion on devait lever tous les verrous qui préalablement avaient empêché un certain nombre de choses, ça posera quand même de sérieuses questions. Parce que on le sait en France, et nous les correspondants étrangers, on le voit souvent, casser, ça finit toujours par payer. C'est une réalité. Parce que c'est un moyen de se faire entendre, c'est un moyen peut-être de se faire respecter. En tout cas, c'est un moyen d'obliger la classe politique, d'obliger le système à agir. Et si c'est le cas, si les milliards pleuvent maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'argent avant, si la loi d'urgence est adoptée, il faudra quand même réfléchir. Moi, une chose qui me frappe, c'est quand même, vous disiez, on parlait de loi Borloo, il y a quand même eu des fautes politiques. Mais ne pas, avoir écarté en plus de la manière dont ça a été fait, si je me souviens bien, le rapport Borloo, c'est quand même, on peut parler de faute politique de la part d'Emmanuel Macron à l'époque. La deuxième chose, c'est que ce que disent les maires, le fait que les maires sont au fond coincés, moi ça me frappe beaucoup à chaque fois que je leur parle, y compris ces dernières années, y compris sur de tout autre sujet, comme le sujet de l'islamisme par exemple. Qu'est-ce que disaient les maires? On est coincés parce qu'on est coincés entre d'une part notre population, on se doit d'avoir une paix sociale dans nos communes, donc de faire des compromis, et d'autre part par l'État qui nous met des injonctions en permanence et qui nous refuse les budgets pour agir. Et donc les maires, ils sont entre ces deux obligations et ils le vivent très mal, et c'est ce qu'on voit à nouveau aujourd'hui. Émilie ? Moi j'ai l'impression que c'est aussi symptomatique des réactions d'Emmanuel Macron face aux crises. On a quand même des réactions qui sont court-termistes. Alors on comprend cette idée de sécurité qui est demandée par la majorité de la population, on ne peut pas passer outre. On comprend l'idée de la reconstruction. Et là, on entend, il faut aller vite, les grands chantiers seront annoncés après l'été. On est quand même à la 6e année du pouvoir d'Emmanuel Macron. On a un président qui, en tant que candidat, d'ailleurs, je crois qu'il a fait acte de candidature à Bobigny, en piochant sur cet électorat, sur cet électorat qu'il pensait plutôt favorable, des jeunes entrepreneurs, Uber et compagnie, des gens qui pourraient éventuellement mettre sous sa coupe. Il a vite compris, je pense, que ça lui échappait un peu et que c'était peut-être pas nécessaire d'investir beaucoup. Je pense que le plan Borloo à la poubelle, alors la raison invoquée, c'était deux mâles blancs ne vont pas régler la question des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les mots qu'avait utilisé Emmanuel Macron. Je pense que peut-être que c'était pas la solution, le plan Borloo, et peut-être qu'il y avait des bonnes choses et des choses moins intéressantes, mais ça a été très symbolique. Et toutes ces actions qui auraient été plus de long terme ne sont jamais, sont rarement utilisées par Emmanuel Macron. Et là, on a quand même une réponse sécurité, reconstruction, et puis après l'été, alors que le diagnostic, comme vous l'avez dit, par les maires est quand même fait depuis longtemps, ça viendra qu'après. Et juste une remarque, les banlieues n'étaient pas présentes aux Gilets jaunes, n'étaient pas présentes aux retraites, donc on s'en occupe pas tant que ça bouge pas, et là tout d'un coup il y a émeute, péril en la demeure, et on active les solutions. Alors on va s'appuyer sur votre dernier baromètre au Doxa sur le... j'ai pris deux éléments qui moi me semblent vraiment très intéressants après donc l'attaque contre le domicile et la famille de Vincent Jeanbrun, le maire de La Île-et-Rose. Vous avez interrogé les Français sur ce thème, d'abord sur la crainte d'une crise de l'engagement républicain. Ça, je trouve ça intéressant. La question, si vous souhaitiez vous présenter à une élection, pourriez-vous y renoncer par crainte pour votre sécurité ou celle de votre famille? Oui, et je précise, Thomas, que c'est encore plus intéressant parce que le sondage, l'enquête a été réalisée avant l'attaque du domicile de Vincent Jeanbrun. C'est-à-dire que alors même, mais on avait malheureusement, il y avait eu Saint-Brévin, il y a eu tout un tas d'éléments qui légitimaient la pertinence de ce sujet avec nos partenaires de Fiducial. On réalise ce baromètre régulièrement, donc c'est quelque chose qu'on suit dans le temps. Et effectivement, vous avez en parallèle avec la crise des vocations des maires, vous avez 80% des Français qui nous disent que ça pourrait les dissuader de se lancer dans une carrière d'élu, le fait de sentir les élus de plus en plus menacés. On en a 86% qui nous disent les maires sont de plus en plus menacés, sont beaucoup plus menacés qu'auparavant. Et ensuite, on en a 66%, les 2 tiers, qui nous disent moi, si j'envisageais une carrière d'élu,
c'est ce qu'on voit ici, le 66, eh bien, ça pourrait me dissuader de me présenter. Je rappelle qu'il y a une crise des vocations qui est sans précédent et une enquête de l'Association des maires de France qui montrait aussi une intention de se non représenter qui était absolument record. Et alors, il y a un autre élément que je trouve intéressant sur les demandes de sanctions plus lourdes contre ceux qui visent les élus. Et là, la question, c'est à propos de la mesure renforçant les sanctions pénales pour les auteurs de violences faites aux élus en les alignant sur celles faites au personnel en uniforme, favorable ou non? 80%. Ouais. Donc il y a un consensus absolu pour considérer... Alors, les Français sont un peu difficiles sur leur rapport aux élus. Ils n'ont pas tous la même cote et pas tous ne bénéficient pas tous de la même volonté de les protéger, parce que quand on les interroge sur les ministres, les parlementaires, etc., ils ont l'impression que eux, ça va, alors que des parlementaires, des permanences saccagées, ça existe aussi. Mais en tout cas, il y a ce sentiment qu'il faut instamment protéger nos élus. Ouais. Martial Foucault, en quelques mots, parce qu'il y a encore beaucoup de thèmes à aborder, on le disait déjà il y a quelques semaines après Saint-Brévin, la démission du maire, etc., la probabilité d'avoir une sorte de pénurie de candidats au municipal, est-ce que vous y croyez ou pas? Je pense que ce sujet revient un peu comme le marronnier de la vie municipale. C'est-à-dire que concrètement, ça veut dire quoi? Sur 35 000 communes, nous avons depuis 2001 une soixantaine de communes qui vont rencontrer des difficultés pour avoir des listes complètes à déposer en préfecture. D'accord? Je rappelle qu'on est le seul pays au monde capable, le temps d'une élection municipale, de rassembler près de 1 million de citoyens rassemblés sur l'ensemble des listes électorales, sur un corps électoral de 47 millions de personnes. C'est unique. Certes, c'est lié au fait qu'on a 35 000 communes. Parce qu'on a beaucoup de communes. Mais quand même. Ça veut dire que s'il y avait véritablement une crise de vocation, on aurait effectivement énormément de communes dans l'incapacité de pouvoir présenter des listes. Donc, je ne veux pas sous-estimer les effets que produisent le contexte actuel et les violences qui sont en progression. En revanche, on arrive à une période charnière dans le mandat municipal. On sait qu'à mi-mandat, et nous sommes à mi-mandat en 2023, c'est là où on atteint toujours le pic des démissions. Donc, dans les prochaines semaines, on va continuer de parler d'un grand nombre de démissions et puis vous verrez, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance, l'intention de ne pas se représenter ou de démissionner va s'estomper au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'élection municipale de 2026. Richard, vous voulez intervenir parce que dans l'un de vos articles, vous dites que les maires sont au centre d'une sorte de spirale de mépris. Oui, c'est ça. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense qu'il y a un deuxième impact possible. Peut-être que les candidats, comme vous le dites, on en trouvera de toute manière et que le nombre de volontaires pour des fonctions électives va réaugmenter, mais leur volonté d'agir, leur volonté de faire face à la population, leur volonté au fond de se faire des adversaires, de se faire des ennemis au sein de leur population, leur volonté de mécontenter, parce que quand on est élu, il faut le faire, c'est peut-être ça qui va être touché. Au fond, un élu qui fait son travail, c'est un élu qui prend des responsabilités, qui prend des choix, qui les assume. Et là, je pense qu'un certain nombre de maires peuvent être tentés, vu le contexte, de gérer les affaires courantes. Votre avis là-dessus ? Alors, oui et non, parce qu'on a eu un bel exemple. Pendant l'automne, crise énergétique, on avait interrogé l'ensemble des 35 000 maires et j'avais été frappé de voir que sur toutes les mesures visant à atteindre la sobriété et des économies d'énergie, les maires indiquaient « nous allons réduire l'éclairage, nous allons fermer un certain nombre d'installations » et on leur posait la question « est-ce que vous allez consulter ?» l'ensemble des citoyens. À 90%, les maires disaient non, on ne consulte pas sur ces sujets. On assume nos décisions. D'accord ? Donc, ce que je veux dire par là... C'est pas tout à fait des mesures impopulaires. Quand vous fermez des établissements culturels, sportifs, quand vous réduisez l'éclairage la nuit, vous pouvez provoquer quand même une incompréhension. Donc ça, c'est une première partie. Et puis rapidement, il y a aussi, je dirais, le contraire. C'est-à-dire que beaucoup de maires, et je vous rejoins, sont souvent dans la recherche d'un compromis, quand bien même cela vient en porte-à-faux d'initiatives ou de projets qu'ils avaient égrenés pendant leur campagne, se disent, là, je vais créer des tensions et je refuse les tensions dans ma municipalité parce que, au fond, je n'ai pas les moyens personnels ou les moyens de l'État pour pouvoir affronter de telles tensions.
On va passer de la politique locale à la politique nationale avec les propositions faites par différents partis politiques et aussi les conséquences de ces nuits d'émeutes. Émilie Zapalski, on va commencer par le Rassemblement national. Au milieu des événements, des réactions, Marine Le Pen, elle joue la carte de la sobriété. Oui, c'est en continuité avec ce qu'elle avait fait dans la campagne. Moins j'en dis, mieux je me porte. C'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer la stratégie qu'elle choisit, Marine Le Pen. Ne cherchez pas des tweets à n'en pas finir de la députée du Pas-de-Calais. Au lendemain du tragique événement, elle se contente d'une réponse assez courte aux médias et d'un tweet sobre pour souligner l'attitude irresponsable, qu'elle juge irresponsable du gouvernement, et pour critiquer aussi l'appel au désordre de la France insoumise. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire se répète là ? Oui, parce que de l'autre côté, il y a Éric Zemmour qui s'excite un petit peu sur les thèmes de l'immigration. Il fait tout de suite le lien. Donc, comme pour la présidentielle 2022, Éric Zemmour lui sert de paratonnerre sur ces thèmes-là, qui sont finalement toujours les fondamentaux du Rassemblement national, mais qu'elle n'a pas besoin de ressortir. Lui, il le fait à sa place. Et il y a Éric Ciotti aussi qui prend le relais dans ce rôle-là, puisque chef des Républicains, il a demandé, comme Éric Zemmour, l'état d'urgence, tout de suite, illico presto, et il a étendu aussi son propos aux sanctions qu'il fallait donner aux émeutiers, aux allocations qu'il fallait retirer aux familles de ces émeutiers, des axes qui d'ailleurs inspirent un petit peu le gouvernement. Et Marine Le Pen, elle fait le choix de s'exprimer plus tard, plutôt à froid, on va dire. Elle s'exprime à froid, c'était le vendredi de la semaine dernière. Elle fait une vidéo qui est postée sur les réseaux sociaux où elle est plus sobre que jamais, plus présidentielle que jamais, le cadre est léché. On a le drapeau français, on a le bureau de la future présidente, le ton est posé. Elle prône le retour à l'ordre républicain. On l'écoute. Comme responsable de la première force d'opposition, j'entends m'en tenir à la ligne de conduite qui est la nôtre, de ne rien faire qui puisse empêcher ou entraver l'action des autorités légitimes qui ont en charge l'ordre public. J'apporte tout mon soutien à l'ensemble des forces de sécurité déployées pour faire cesser ces émeutes. Alors ne rien faire, ne rien dire, comme le souligne elle. Loin d'elle l'idée donc de faire des amalgames directs avec l'immigration, ni même d'appeler donc le gouvernement à passer illico à l'état d'urgence. Elle choisit une posture beaucoup plus pondérée, elle appelle à l'ordre, elle remercie aussi les forces de police qui tiennent bon. Elle demande à Emmanuel Macron de recevoir les partis d'opposition représentés à l'Assemblée nationale. C'est une attitude qui est assez cohérente avec ce qui se passe sur les bancs de l'Assemblée, avec les 88 députés Rassemblement national, cravate au cou, calme apparent, parce qu'il y a eu quand même quelques débordements. On se souvient de Grégoire de Fournas qui retourne en Afrique et puis des tweets un petit peu à relent identitaire. On voit que c'est de la communication. Mais si Marine Le Pen arrive à jouer ainsi avec une hauteur de vue et l'appel à l'ordre républicain, c'est aussi parce que ces petits soldats et Jordan Bardella en premier lieu développent une approche qui est complémentaire et qui est bien plus agressive. On l'écoute tout de suite dans une de ses dernières sorties. Je pense qu'un nouveau plan banlieue dans ces conditions serait un cadeau fait aux émeutiers absolument inouï et un signal de laxisme désastreux à l'encontre de gens qui ont défié l'autorité de l'État et qui se considèrent impunis par la justice de notre pays. Donc on voit bien le duo, du modéré pour Marine Le Pen, du beaucoup plus agressif pour Jordan Bardella. Et si l'on en croit les sondages, ça marche quand même, puisque les sondages placent Marine Le Pen en favorite de la présidentielle 2027. Bon, c'est de la politique fiction, mais c'est quand même à signaler. Mais payant jusqu'à quand ? Moi, je me suis posé la question. Est-ce que la prochaine future candidate à l'élection suprême, en tout cas potentielle, probable, est-ce qu'elle pourra rester comme ça, planquée éternellement derrière cette posture semi-silencieuse, à ne rien dire, ne rien faire, essayer de récolter les fruits de ce silence. À chaque fois, finalement, qu'elle est sortie du bois, on a vu l'effet immédiat, fragilité, beaucoup de faiblesse sur un certain nombre de thématiques en termes de solutions, retour des mauvais réflexes, et finalement, et peut-être d'ailleurs que le nom Le Pen y est encore pour beaucoup, un loupé, à peu de votes près, c'est vrai, mais un loupé quand même pour se faire élire présidente. Gaëlle Slimane, vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, mais si on rentre un peu dans le détail, elle engrange, Marine Le Pen ? Oui, alors je dois citer un sondage qui n'est pas un sondage Odoxa, mais le sondage IFOP publié par notre partenaire du Figaro ce week-end posait une question sur les différentes personnalités politiques et leur posture pendant les émeutes. Alors déjà, quand même, un premier élément, une majorité de Français, pour chaque personnalité politique, dit être mécontente ou insatisfaite de la posture de cette personnalité. Donc tout le monde s'en sort mal. Celle qui s'en sort le moins mal, parmi toutes les personnalités testées, c'est Marine Le Pen. De mémoire, elle doit être à 39% de personnes qui se disent satisfaites de sa posture. À titre de comparaison, de mémoire, Macron et Darmanin sont à 33-34%.
Donc ça fait quand même 5 à 6 points de plus que le président de la République et le ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, je rejoins ce que vous avez dit les uns et les autres, on a l'impression de revivre avec des scénarios un petit peu différents, mais le même film, puisqu'on a vécu ça avec les Gilets jaunes, on a vécu ça avec la réforme des retraites. À chaque fois, on est dans une situation où on a un président de la République qui donne le sentiment d'être trop lointain, dans sa tour d'ivoire, qui ne voit pas arriver le problème, qui discute peu avec les partenaires sociaux ou avec les corps intermédiaires. Ça implose. Et puis on voit Marine Le Pen en tirer les bénéfices dans les enquêtes d'opinion. Ça s'est passé aussi pour la réforme des retraites, qui est toute récente et où on avait deux postures distinctes, celle des Insoumis et de Jean-Luc Mélenchon. On l'avait testé dans notre baromètre politique, on en avait parlé ici, qui était sur une posture très vindicative, très en phase avec l'opinion publique, qui était très hostile à cette réforme des retraites. Et résultat, quand on sonde les Français, ils nous disent j'ai préféré la posture de Marine Le Pen à celle de Jean-Luc Mélenchon durant cette réforme des retraites. Et très vraisemblablement, ça va être encore le cas cette fois-ci. Alors, on va continuer justement d'évaluer, en rentrant un peu plus dans le détail, des propositions faites par notamment le Rassemblement national et LFI. Je propose à Audrey Vettas de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Audrey, bienvenue à vous. Est-ce que vous diriez que les partis politiques s'engagent là dans une sorte de surenchère législative ? Un petit peu comme à chaque événement marquant, la réponse politique ne se fait pas attendre. Depuis une semaine, les propositions se multiplient dans tous les camps, sur tous les thèmes. Le Rassemblement national, vous l'avez évoqué, vient de déposer un texte à l'Assemblée pour supprimer l'excuse de minorité, expliquant, je cite, « Les mineurs capables de discernement doivent être pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables ». Alors la réponse du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, ne s'est pas fait attendre. C'était cet après-midi lors des questions d'actualité au gouvernement. L'excuse de minorité, si vous y revenez, je vous indique tout de suite que le Conseil constitutionnel vous censurera, monsieur le député. C'est tout à fait clair. Parce que le Conseil constitutionnel souhaite qu'on fasse une différence entre les mineurs et les majeurs. Et je pense que certains peuvent ici s'y retrouver. Mais le RN n'est pas le seul groupe politique à céder à une sorte de pression législative. La France insoumise et les Républicains ont aussi fait des propositions, alors chacun dans leur couloir par contre. Nous avons proposé d'abroger la disposition dit permis de tuer dans la loi Cazeneuve de 2017. Nous avons proposé de faire en sorte que systématiquement, comme le demande le syndicat de la magistrature, soient dépaysées les affaires de violences policières. Plus que jamais, cette question de la responsabilité des parents qui existe dans le Code civil et dans le Code pénal doit être mise en œuvre. La loi qui sanctionne ce défaut d'autorité, l'absentéisme scolaire, par notamment la suppression des allocations familiales, doit être votée. Et le Sénat n'est pas en reste. Alors au Sénat, ce sont les violences contre les maires qui ont beaucoup choqué et les sénateurs de rappeler qu'ils ont des idées pour protéger les élus. Vous en avez parlé. Un exemple, une proposition de loi, François-Noël Buffet, le président LR de la commission des lois, est inscrite au bureau du Sénat depuis le 26 mai dernier. Il appelle l'exécutif à s'en emparer. Alors cette mesure consiste notamment à aligner les sanctions contre quelqu'un qui s'en prendrait à un maire avec celles encourues si on s'en prend à un policier ou un magistrat, soit 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Autre texte qui était dans les cartons et qui vient d'être déposé aujourd'hui, une proposition de loi socialiste cette fois-ci pour créer un statut d'élu pour mieux les protéger, puisque la moitié des maires consacrent en réalité plus de 35 heures à leur mandat. Écoutez. Nous proposons la création d'un statut particulier d'agent civique territorial qui ferait que tout maire dans des communes d'une certaine strate serait obligatoirement placé sous ce statut qui leur permettrait d'être rémunérés, d'avoir des droits à la retraite, d'avoir des droits sociaux et de se consacrer pleinement à l'exercice de leur mandat. D'autre part, nous souhaitons systématiser la protection fonctionnelle de façon automatique pour tous les élus dès lors qu'ils sont mis en cause dans le cadre de leurs fonctions. Et enfin, nous souhaitons, puisque beaucoup d'attaques maintenant se font via les réseaux sociaux, allonger la prescription de 3 mois à 1 an pour avoir le temps de mener les enquêtes nécessaires.
Voilà pour les réponses immédiates, mais il y en a aussi qui appellent à une réflexion sur le temps long. C'est le cas de Patrick Kanner, le patron des sénateurs socialistes au Sénat. Lui demande un débat parlementaire sur les événements qui ont eu lieu après la mort de Nahel. Il n'a pas encore eu de réponse pour l'instant de la Première ministre. Merci beaucoup Audrey Vetaz. Martial Foucault, peut-être une analyse un peu en parallèle ou en miroir des deux blocs d'opposition, que ce soit, on va dire, la droite ou les droites et la NUPES. Est-ce que les deux blocs sont, d'après vous, dérivent vers les extrêmes? Est-ce que c'est à ça qu'on assiste depuis plusieurs mois et est-ce que c'est renforcé par la séquence que l'on est en train de vivre? Quand on écoute les propositions des chefs de parti ou des responsables de parti, que ce soit la France Insoumise, les Républicains, Rassemblement National, finalement, on a quelque chose de très classique. On est sur un registre à droite, renforcement de l'ordre, j'allais dire même inflation répressive sur à la fois les peines et je ne parle pas de l'excuse de minorité qui revient comme, je dirais, à chaque événement où des mineurs se retrouvent finalement au cœur de l'actualité. Et puis à gauche, c'est tout l'inverse. On n'est pas du tout sur un registre de l'ordre et, je vais dire, presque de la répression, mais on est finalement sur une accusation d'une police qui serait responsable des événements. Et la France Insoumise a eu une position très particulière ces derniers jours à ce propos. En revanche, quand j'entends... N'oublions pas que la loi en question, elle s'appelle Cazeneuve. Donc absolument. Voté par une majorité de gauche. Avec une majorité de gauche, à un moment où le nombre de frondeurs au sein de cette gauche était déjà, j'allais dire, importante. C'est vrai. Et puis, quant à la question, c'est intéressant, la position des sénateurs qu'on entend ici, en disant il faut remettre la question du statut de l'élu. Faisons attention parce que je pense que ces recettes dans le temps très très court, parce qu'on doit proposer, on est dans la réactivité, le statut de l'élu, s'il s'agit de professionnaliser la fonction de maire, alors on va créer une situation qui aujourd'hui préservait en quelque sorte cette démocratie municipale parce que c'était des maires bénévoles. Je rappelle, c'est 34 000 maires dans des communes de moins de 10 000 habitants qui sont quasiment des bénévoles. Et pour beaucoup d'entre eux, ils ont une activité professionnelle à côté. Et si on professionnalise la vie politique, même municipale, alors on va instaurer une nouvelle relation entre les élus et leurs représentants. Aujourd'hui, si les maires sont les représentants préférés des Français en qui ils ont confiance, c'est précisément parce que ce ne sont pas des professionnels de la politique. Donc attention aux recettes miracles dans un temps d'actualité. Non, moi j'avais une petite tristesse en voyant ce paysage politique, sincèrement, parce que j'ai l'impression qu'il y a d'un côté donc Emmanuel Macron court-termiste, et on a quand même des caricatures un petit peu à côté de la plaque, que ça soit à gauche, enfin extrême gauche ou à droite. On sent qu'ils sont à côté de la plaque, quand même. Revoir la loi de 2017, pourquoi pas, mais c'est pas l'urgence là. Les sanctions sur les parents, alors la rengaine toujours de la responsabilité des parents, je trouve que c'est très caricatural et c'est très pauvre en fait en propositions qui seraient un peu construites, qui iraient un petit peu plus loin. À la limite, bon, pourquoi pas un débat de fond suite aux émeutes, ça peut être la seule proposition qui est intéressante. Et en face, en effet, encore une fois, on a le RN qui dit rien, qui fait rien et qui récupère tout ça parce que la droite comme la gauche, il me semble, n'est pas à la hauteur de la situation à l'heure actuelle. Ils pêchent par manque, je sais pas, de travail, d'idées, de figures, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a un problème. Et c'est quand même un sujet, les banlieues, dont on parle depuis très longtemps. On connaît quand même, même si le diagnostic, comme vous l'avez dit, a peut-être pas été le bon, mais on sait que c'est du logement, service public, la police aussi. Il y a quand même plusieurs aspects qui sont reconnus. Et là, on nous sort des recettes soi-disant miracles qui sont un peu caricaturales. Ouais. Richard Verly, si c'était simple, je pense que la solution aurait sans doute été trouvée depuis plusieurs décennies. Mais moi, je voudrais terminer parce que vous avez signé plusieurs articles publics. Il y en a un qui est assez frappant sur la réaction des maires, des élus, quand ils voient ce qu'on peut appeler les biens communs, c'est-à-dire ce qui a été construit justement pour les populations de ces quartiers défavorisés, détruit par certains enfants de ces quartiers défavorisés. Comment Oui, c'est ça, c'est le syndrome qui se résume dans la phrase que l'on m'a dite, on construit et on nous casse la gueule. Donc voilà, on se dépense pour construire et en échange, on cherche à nous casser la gueule. Donc je crois qu'il y a chez beaucoup de maires d'abord une incompréhension. Il y a beaucoup de maires qui découvrent, il faut quand même le dire, aussi des situations
situation qu'ils ne pensaient pas être aussi grave. Ils sont eux-mêmes surpris par les événements et ils découvrent aussi, je dirais, l'impuissance de l'action publique, puisque, in fine, ce que vous produisez en termes d'investissement, eh bien, ne parvient pas à pacifier. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve que quand même, je reviens juste à Marine Le Pen, elle marque un point sur le fait qu'elle fait une intervention rassurante. Elle dit simplement, je fais confiance aux forces de l'ordre et à l'État pour assurer le retour à une situation normale. Et se faire confiance, alors que beaucoup d'autres sont anxiogènes, ça peut jouer vraiment un rôle et ça peut lui apporter un certain crédit. Je ne dis pas que... Alors, il n'y a pas de solution, c'est vrai, il n'y a pas de proposition, mais le faire confiance, c'est quand même, venant d'elle, eh bien là, il faut reconnaître qu'elle a une parole qui est différente des autres. On termine là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat.